Bonjour à toutes et à tous. Ce petit clip en introduction pour vous rappeler qu'il est important que nous vous délivrions que de bonnes informations avec Thomas Dubois. Bonjour Thomas. Bonjour Sylvain. Journaliste à Bonjour Anthony. Paris-Normandie avec Anthony Quindroy. Bonjour Anthony. Bonjour à vous deux. Journaliste à Paris-Normandie également. Et oui, et pas de fake du tout ici. Il n'y a pas de fake. Jamais. Et c'est pour ça Jamais. qu'on vous propose ce petit clip. De très nombreuses informations circulent qui ne sont pas bonnes s'agissant du coronavirus et de tout ce qu'il faut en penser et de toutes ses conséquences. Voilà. Nous sommes en direct. Nous sommes le lundi 30 mars. Il est un peu plus de midi. Cette émission va durer 45 minutes. On va la faire ensemble. Vous participez, vous commandez, vous questionnez. Ça s'appelle Ligne ouverte. En 45 minutes, un programme dense, varié sur le coronavirus et toutes ses conséquences. Et on commence traditionnellement par la une du jour de Paris-Normandie. Paris-Normandie titre aujourd'hui « Le chômage partiel explose ». Et je lance nos deux journalistes en commentaire sur cette une qui a été choisie par toute votre équipe, messieurs. C'est le fait du jour. Après ce week-end, après un week-end qui a été marqué, peut-être ce qu'il faut retenir, c'est la phrase d'Édouard Philippe sur les premiers 15 jours d'avril qui vont être plus durs que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Mais d'un point de vue économique, évidemment, on a choisi de traiter cette question du chômage partiel qui concerne aujourd'hui 220 000 entreprises pour un peu plus de 2 millions de salariés en France, ce qui est énorme. Et c'est vrai qu'on a aussi décidé de suivre un peu comment ça se passait dans l'éducation à distance, donc c'est un peu compliqué. On voit bien que tout n'est pas complètement au top. On a aussi une très bonne interview, et je le dis puisque c'est même pas moi qui l'ai écrite, mais une très bonne interview de Jean-Charles Rousset qui évoque toute l'industrie pharmaceutique, notamment pour le côté pôle pharma, un pôle qui est très important aussi en Normandie. Beaucoup d'inquiétudes économiques. Alors même, on voit même chez les chocolatiers, il y a ceux qui espèrent voir les fêtes de Pâques, ne pas trop rater l'opportunité des fêtes de Pâques pour bien fonctionner. On commence à voir les lapins et les poules arriver dans nos boulangeries. Et oui, en même temps, Pâques arrive quand même, donc il y aura certainement des chocolats dans le jardin. On parle également donc des pompiers qui, on a tendance à le répéter, sont aussi en première ligne. Et c'est pas forcément évident pour eux d'intervenir en ce moment avec toutes les mesures barrières qu'ils doivent mettre en place. Et tous les aspects sécuritaires autour de tout cela. Et puis là, on reste sur de l'économie. Évidemment, les questions des agriculteurs aujourd'hui qui est centrale. Et puis là, on a fini, je crois, sur les attestations de déplacement dérogatoire qui sont toujours disponibles dans Paris-Normandie. Dans Paris-Normandie, ouais. Voilà, très bien. On a un petit bonjour de Madagascar. Le web n'a pas de frontières. Le coronavirus, malheureusement, n'en a pas. Mais le web n'en a pas non plus. Madagascar. Et d'ailleurs, la personne de Madagascar nous demande est-ce que la chloroquine va être utilisée au CHU ? On est dans un registre médical pour cette question. Le docteur Burel va être avec nous d'ici une dizaine de minutes et on posera cette question tout à l'heure au docteur Burel. Également, si vous avez encore des questions à poser au docteur Burel, eh bien, ne vous privez pas, préparez-les. Quelques images pour commencer, des images de drones qui ont été tournées vendredi après-midi. Regardez, ça dure 2 minutes. Rouen confiné vu par un drone. On se retrouve en plateau juste après.
Nous essaierons, avec les drones professionnels, nous essaierons, avec toujours des autorisations de tournage préfectorales, c'est important de le dire, d'aller sur d'autres territoires, justement pour vous fournir ces images aériennes qui sont toujours assez démonstratives. Anthony, ça vous plaît les images aériennes? Ah oui, et puis vous jouez très bien du piano, Sylvain. Debout. C'est vous qui jouez du piano debout. Je joue du piano un détail pour nos internautes, exclusivement debout. Tout en filmant. Messieurs, encore quelques commentaires s'agissant du contenu des infos du jour. Oui, je reviens sur l'interview de Jean-Charles Rousset, donc, qui nous évoque l'état de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Il parle notamment de la thématique du vaccin, etc. Il évoque peut-être un vaccin d'ici 12 à 18 mois. Voilà, on voit bien dans ce qu'il explique que les barrières entre les différents concurrents sont un peu abolies, qu'il y a une recherche commune pour essayer de trouver une solution rapide, mais que finalement tout ça va être très compliqué à mettre en place. D'où ce que disait aussi Édouard Philippe, les 15 jours à venir risquent d'être encore un peu compliqués tant qu'on n'a pas un traitement efficace. Alors, on a, messieurs, le docteur Burel en ligne. Bonjour, docteur. Bonjour docteur. Sylvain, bonjour à Bonjour. Bonjour. On s'appelle par les prénoms parce qu'au fil de toutes ces émissions en direct, on finit effectivement par être familiers les uns avec les autres. Docteur, j'ai une première question du web. Est-ce que la chloroquine va être utilisée au CHU de Rouen? Très probablement, puisque le ministre a donné... déjà, il y a des essais qui sont en cours, donc déjà depuis 8 jours, officiels, et puis dans certains cas... eh bien, le ministre a donné la possibilité pour les hôpitaux de les utiliser dans certains cas. Donc ça va sans doute être utilisé. À noter qu'on a eu une information ce matin avec déjà la publication de morts et d'effets secondaires cardiaques importants par l'usage de chloroquine qui ont été faits par des gens qui avaient réussi à s'en procurer. Donc c'est pas un médicament anodin. C'est tout le débat aujourd'hui autour de ce médicament. Effectivement, c'est la question des effets secondaires qui peut être préoccupante. Qui est préoccupante. Je comprends les réactions du public qui disent les médecins bloquent ou des choses comme ça, mais si vous voulez, nous on a une responsabilité importante, c'est-à-dire que sur un médicament qui marche chez certaines personnes, mais qui ne marche pas vraisemblablement chez d'autres, il faut peser le pour et le contre parce que c'est loin d'être un médicament anodin. Ces morts, c'était de l'automédication? A priori, oui, d'après ce que j'ai eu. Maintenant, ça mérite d'être confirmé par des instances, mais a priori, c'était de l'automédication. Donc, à partir du moment où c'est encadré par un médecin, on peut considérer que le médecin... En tout cas, ce qui est très probable, puisqu'il y a une toxicité cardiaque et que finalement, c'est utile surtout pour les plus fragiles et notamment les patients porteurs de maladies cardiovasculaires, c'est qu'il faut qu'il y ait une surveillance, notamment par un électrocardiogramme, vraisemblablement chez ces gens qui prendraient de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Docteur Burel, toujours pareil, les échos du web, des internautes qui nous font l'amitié et le plaisir de nous suivre et de fabriquer ensemble ce rendez-vous quotidien. Le confinement de 6 mois va-t-il être mis en place en Angleterre? On parle de ça. Avez-vous des infos là-dessus? Aucune idée, non. Oui, j'ai entendu comme vous, j'ai entendu ça ce matin. Et on pourrait mettre en parallèle cette information avec l'information qui circule que les chiffres de relativement basse mortalité en Chine par rapport à l'Italie serait dû au fait que finalement on a commencé à confiner fin janvier, début février en Chine, alors que l'épidémie serait en fait réellement démarrée en Chine fin septembre, début octobre, et que on se rappelle d'ailleurs des médecins qui avaient été lanceurs d'alerte en Chine et qui avaient terminé dans les geôles, il y en a un qui est mort. Et donc vraisemblablement l'épidémie, le confinement en Chine a été mis en place à un stade très évolué de l'épidémie. Or, nous, on le met à un stade beaucoup plus précoce. Oui. Donc, est-ce que le confinement sera très durable? C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais je donne des éléments de réflexion. Il y a eu cette carte qui a été montrée ce week-end au moment de l'allocution d'Édouard Philippe. Alors, je crois que c'était le responsable de l'Institut Pasteur. Je ne suis plus tout à fait sûr. Mais on voyait bien qu'ils avaient fait une simulation en respectant bien les règles de confinement. La région, déjà la Normandie, mais beaucoup d'autres, pouvaient espérer être épargnés, entre guillemets. Alors, oui, épargné, sauf que épargné,
Grâce au confinement, et Oui, ça, voilà. j'y crois tout à fait, comme la région centre, comme l'Aquitaine, Ouais. puisqu'on est très peu touché. Ouais. Enfin, on a quand même doublé le nombre d'hospitalisés à cause du Covid depuis qu'on s'est parlé vendredi. Hein. On est passé de 262 personnes à 464. Mais on reste, Et en Seine-Maritime, 266. on reste quand même sur 80% de cas, on va dire, bénins, 15% de cas un peu plus graves et 5% de personnes qui risquent de décéder. Sont toujours les statistiques. Actuellement, au 29 mars, on en est à 32 décès en Normandie, donc 22 hommes et un âge médian de 81 ans. Donc, ce qui était dans les normes. Alors, pour revenir à votre question, oui, c'est bien le problème et c'est bien le débat du confinement. Sans doute qu'on l'a appliqué un peu tardivement à Mulhouse, mais ça on ne pouvait peut-être pas savoir plus. Maintenant, comme on l'a fait sur toute la France, les régions qui sont épargnées, théoriquement, si le confinement est bien respecté, le Covid ne devrait pas se développer. Ça veut dire aussi que l'immunité générale ne devrait pas se développer. Ça veut dire aussi que le jour où on va lever le confinement, ça sera compliqué de savoir qui est immunisé ou pas et qui risque de l'attraper, puisque le Covid risque de rester longtemps dans l'ambiance. Je reviens sur ce qu'on disait sur la Grande-Bretagne. Et les mesures de confinement n'ont pas du tout été appliquées. Enfin, il n'y avait pas de mesures de confinement. Oui. Il y avait même une invitation à continuer à vivre normalement. Boris Johnson disait, voilà, plus le virus va se propager, plus on va être immunisé. Vraisemblablement, ce n'était pas la bonne méthode. Vous confirmez, docteur, que... À mon avis, ce débat-là, on l'aura encore dans 2 ans quand on tirera les conclusions de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on ne saura finalement pas quelle était la bonne méthode. Alors, docteur, j'ai question des internautes qui nous suivent. Je reprends une question qui nous a été posée il y a quelques minutes à propos des 3 jours de carence. Une personne nous dit qu'elle a été arrêtée le 16 mars. On lui a retiré ses 3 jours de carence. Elle pose la question de savoir à partir de quelle date supprimera-t-on ces jours de carence ? Écoutez, je ne sais pas, parce que je sais en tout cas que pour les professionnels de santé, il n'y a pas de jour de carence. Donc pour la population générale, il me semble que pour le Covid, il n'y a pas de jour de carence. Écoutez, là, c'est vraiment un truc technique de sécurité sociale. Je vais me renseigner. Je vous donne la réponse dans les jours qui viennent. Autre question, docteur Burel, à propos des animaux. Un internaute nous demande, nous dit qu'effectivement, un de ses amis a 3 chiens et il a peur que les animaux, les 3 chiens, attrapent le coronavirus. Alors, jusqu'à présent, même si on pense que ça viendrait ou du pangolin ou de la chauve-souris, jusqu'à présent, le Covid n'est pas considéré comme infectant les animaux. Et les animaux sont, même si on a entendu des bruits là, sur le chat ou je ne sais quoi, jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve de réalité de ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de peur à avoir avec les animaux. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent, sur leur poil, si on leur éternue dessus, être des vecteurs ? Il vaut mieux pas aller caresser le chien de la voisine. Bon, donc, docteur, je peux continuer à faire des câlins à Chamallow, mon chat gris et blanc. Oui, à condition que vous soyez le seul à faire des câlins. D'accord, très bien. Il y aurait eu un cas quand même qui aurait été détecté en Belgique ce week-end, un chat qui aurait été... Oui, j'ai lu ça, c'est pour ça que j'ai parlé du chat, mais à confirmer. Docteur Burel, encore des questions de tous nos amis qui nous suivent. Combien de temps allons-nous rester enfermés ? Je restitue les questions telles qu'elles nous parlent. C'est la même question que les 6 mois tout à l'heure. Oui. Pour moi, on va y être encore au moins jusque tout le mois d'avril, on va dire, au plus court. Docteur, ça continue les questions. Est-il nécessaire d'ôter tous les papiers d'emballage au retour des courses ? Oui, c'est une précaution. Avec de la méthode, c'est une précaution. Surtout qu'on l'a déjà dit, le froid conserve plutôt le virus et la chaleur, non. Donc si on met ces aliments frais qui sont sous emballage parce qu'on n'a pas acheté des primeurs par les circuits courts, parce que sinon on n'a pas ces emballages plastiques, il y a de grande distribution qui les font. Ces emballages, eh bien oui, on fait ça avec beaucoup de précautions. On jette tout de suite les emballages, on nettoie bien les plans de travail. Éventuellement, on passe sous l'eau les légumes et les fruits. On se lave les mains très très régulièrement entre chaque opération et puis on met ça au propre dans son frigidaire. Généralement, le conseil qui est donné, c'est de les laisser aussi quelques heures dans le coffre de la voiture avant de les décharger. Si vous voulez, parce que s'il fait un peu chaud et puis que vous avez des produits un peu fragiles, mais si vous avez une possibilité de les mettre au frais dans un endroit
et attendre, c'est ce qu'il y a de mieux, et de pas être trop pressé. Vous avez le fait de les nettoyer, parce qu'à propos des emballages, ok, les ôter, vous avez répondu, mais si on ne les ôte pas et si on les nettoie, par exemple, je prends les emballages, mon bien enfermé, je le nettoie sous le robinet avec du savon, ça suffit? Si c'est étanche, oui, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Avec un produit vaisselle, mais enfin bon, c'est un peu risqué parce que souvent, ça peut être un peu... si votre savon liquide de vaisselle arrive dans les aliments frais, ça va pas être très agréable. Une question au niveau de la température. Le virus peut résister jusqu'à quelle température? Il semblerait que congelé, il résiste longtemps. Mais par contre, au-dessus de 60 degrés, pendant 4 minutes, il devrait être détruit. Bon, c'est pour ça que, par exemple, les gens qui vont acheter du pain frais chez leur boulanger et qui ont peur, ils remettent leur pain, mettent leur four à 60 degrés, ils mettent leur pain 4 minutes dedans, et en surface, ça devrait suffire à détruire les éventuels virus. J'ai vu passer des choses sur Internet ce week-end, des gens qui mettaient leur masque au four justement pendant quelques minutes à plus de 60 degrés. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Oui, je suis pas sûr que le papier et le filtre marchent aussi bien. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que l'élastique fonctionnera plus après. Docteur, question courte, réponse courte s'il vous plaît. Quand les masques arrivent-ils? Écoutez, alors pour qui? Pour les professionnels de santé. Je pense que c'est. On ne parle pas des professionnels de santé. On parle. Alors il y a un circuit qui semble se mettre en route assez rapidement pour les aides à domicile et les EHPAD, voilà, qui étaient très en manque et très en besoin. Il y a deuxièmement une chose dont j'avais déjà parlé il y a 8 jours pour les EHPAD, c'est pas les masques, mais on parle enfin de confinement dans les chambres individuelles, même si c'est pas simple avec les résidents, parce que de fait les garder en animation collective ou en repas collectif, là, c'est les exposer à des gros risques. Concernant les masques, on aura plus d'informations dans l'après-midi, puisque je prépare justement un sujet en lien avec le ministère sur la livraison de masques. Je pense que de fait, il y a eu un gros problème de masques, il y en a toujours un certain, mais les choses, quand même, depuis 8 jours, semblent évoluer favorablement. Docteur, lingette désinfectante, oui, non? Oui, mais enfin, vous savez, le bon désinfectant, c'est le bon... Qu'est-ce qu'on entend par désinfectant? Voilà. On peut, alors, je vous l'ai déjà dit, l'alcool à brûler sur des plans de travail, de l'eau de javel diluée dans de l'eau, enfin bon. Et puis l'huile de coude avec du savon, ça marche bien aussi. Et les lingettes désinfectantes, surtout, on ne les jette pas dans les canalisations, enfin aux toilettes, par exemple. On les met vraiment à la poubelle. Tous ces produits-là, non... Voilà, c'est un peu, c'est pas compliqué. Une éponge qu'on passe bien sous l'eau chaude avec du savon et qu'on nettoie bien derrière, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Bon, et puis évidemment, on voit sur les réseaux sociaux la question qui revient, qui traduit bien l'inquiétude de tous par rapport à ce confinement qui dure, c'est combien de temps ça va durer, Mais bon, pour l'instant, difficile d'apporter une réponse. Moi, je pense qu'il faut se préparer à un confinement au moins pour la durée du mois d'avril. Au moins. Docteur, peut-on prendre du sirop si on tousse? Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. La réponse au moins elle est claire. Ah oui, tiens, pendant que j'y suis, une chose, arrêtez toutes les gouttes nasales qui ont souvent des corticoïdes. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors on a le nez qui coule, on a le nez bouché, on prend les petits flacons de Rinacort et compagnie, c'est des corticoïdes et ça favorise l'infection. Donc, et même le lavage de nez n'a pas d'intérêt. Donc c'est déconseillé par les autorités. Très bien. Merci beaucoup Bruno Burel. Merci d'avoir fait cette petite incursion là dans ce direct d'aujourd'hui. Un peu plus vif, un peu plus rapide, qui dure maintenant 45 minutes. On vous retrouve dans la semaine, docteur, ok? À bientôt. Ok. Ça marche, au revoir. Au revoir. Et merci. Messieurs, les marchés, bon nombre de nos compatriotes qui aimaient ces moments conviviaux, qui aimaient se fournir auprès des petits producteurs, ont été déçus cette semaine, à commencer par Rouen. On est allé avec la caméra et le micro voir ce que les passants et qui faisaient leurs courses en pensaient. Regardez. Les gens étaient disciplinés ici. C'est parce que sur certains marchés, les gens ne respectent pas les distances de sécurité et tout ça. Quand je suis venue, moi, le samedi dernier, les samedis d'avant, les gens étaient bien espacés, respectaient les distances de sécurité. Bon, selon moi, le marché Place Saint-Marc aurait pu continuer. Les gens étaient raisonnables, il n'y avait pas trop de monde.
Moi, j'avais l'habitude d'aller chez un maraîcher, qui le pauvre ne peut pas venir. Donc, j'ai pas mes produits frais. Et en plus, je trouve que c'est une mesure qui n'est pas nécessaire. La semaine dernière, il était ouvert uniquement pour les commerces alimentaires. Il y avait de la place, c'était aéré. Et en plus, je trouve qu'il y a une injustice parce que place du Vieux Marché, les halles sont ouvertes. Et ça, c'est injuste parce que je ne pense pas que ça soit plus aéré sous les halles que sur la place du Vieux Marché. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas très juste vis-à-vis des petits commerçants et par rapport aux grandes surfaces. Maintenant, c'est la décision. C'est vrai que c'est un petit peu curieux de voir que les grandes surfaces restent ouvertes, qui sont là où l'état de confinement est patent. Et puis, alors que le marché, finalement, en respectant bien les gestes barrières, tout devrait normalement bien se passer. C'est un peu étrange, c'est une chose qui me surprend. Je réagis bien parce que de toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Mais bon, ça m'embête parce que je venais tous les dimanches là faire mes courses pour la semaine. Mais bon, on fait autrement et puis c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un lien social habituel, donc ça manque un peu de ne pas croiser les commerçants, les personnes qu'on voit habituellement. Il faut faire attention, il faut qu'on soit, si les Français ne sont pas assez disciplinés, il faut trouver des solutions. C'est une question de discipline, de sagesse, de discernement, voilà. Ça va être mort, enfin ça va être une situation qu'on n'a jamais connue, enfin ça va être quelque chose, et je pense aussi aux marchands eux-mêmes, enfin aux maraîchers, enfin à toutes ces populations-là, j'en connais quelques-uns, j'habite juste ici, pour moi c'est un lieu de vie, c'est un lieu, oui, problème. Nous étions la semaine dernière, si vous étiez avec nous, nous étions avec Yvon Robert, le maire de Rouen, également président de la métropole Rouen-Normandie, et on avait abordé ce sujet. Yvon Robert qui fait partie de ces personnes qui déplorent le fait que les marchés n'aient pas pu se tenir, en tout cas qui considèrent que s'il faut les interdire, il faut les interdire partout, sans restriction, alors qu'aujourd'hui, sans dérogation, sans exception, alors qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui des dérogations qui peuvent être demandées pour les communes, on le rappelle, où le marché est considéré comme la seule source d'approvisionnement s'il n'y a pas de supérette ou de supermarché à proximité. On avait parlé aussi avec un agriculteur la semaine dernière qui a expliqué que ça allait être compliqué du coup pour écouler ses stocks. Donc voilà, qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que les hyper vont jouer le jeu d'acheter local pour avoir que des produits du coin dans leur rayon ? Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Puis on a vu qu'on se retrouvait avec des situations étonnantes à Deauville, Trouville, Cabourg, où les marchés ont été maintenus alors qu'on a envie de penser que ce ne sont pas des petits villages ruraux perdus au fin fond de la campagne. Alors je ne sais pas où en est la situation d'ailleurs aujourd'hui, j'avoue très honnêtement, mais voilà, ça donne effectivement des situations qui sont parfois incompréhensibles, quoi. Nous avons, dans ce programme qu'on fait pour vous, avec vous, nous avons régulièrement des soignants, des médecins qui répondent à vos questions. On est, dans ce cas-là, sur l'aspect médical des choses et on a eu envie d'aller auprès d'un médecin généraliste pour qu'il se confie, comme ça, en toute liberté, sur ce qu'il pense, ce qu'il ressent, sur sa vie de généraliste. Il s'agit du docteur Olivier Leblic à Malonnet. On regarde le petit sujet de 2 minutes qu'on a fait. Puis juste après, on aura le docteur Leblic au téléphone. Oui, nous avons peur. Oui, nous sommes anxieux parce que effectivement, c'est difficile d'imaginer que nous allons avoir quelque chose de potentiellement grave et dangereux à traiter au quotidien et de manière excessivement abondante, avec beaucoup de gens touchés. Et nous-mêmes, les mesures de précaution que nous prenons, sont-elles réellement toujours suffisantes ? Sont-elles toujours incontournables et correctement appliquées pour éviter nous-mêmes d'être contaminés, pour éviter de garder le virus dans le cabinet et de recontaminer d'autres patients après un précédent. Comment on fait ? On le traite le cabinet ? Comment on fait ? On nettoie très très régulièrement, encore plus régulièrement que d'habitude, plusieurs fois par jour toutes les surfaces, le sol comme toutes les poignées de porte, surface de bureau, de paillasse, de lit d'examen, matériel, stéthoscope, brassard, tensiomètre, etc. Je pense que nous avons peur aussi tous d'attraper ce virus, avec les conséquences que ça peut avoir. Mais nous avons toujours et en permanence peur d'attraper les pathologies contagieuses
qui nous sont apportés par nos patients. Depuis 30 ans que je pratique la médecine, ou à peu près depuis que je pratique la médecine générale, tous les jours, je vois des patients potentiellement contagieux, donc potentiellement pour lesquels il faut que je prenne des précautions supplémentaires. Mais il est vrai que là, l'accroissement et le contexte anxiogène actuel fait qu'on y pense sans doute un peu plus à chaque fois qu'on voit un patient qui vient avec un peu de fièvre, un peu de toux, quelques symptômes pouvant évoquer le coronavirus. Oui, on va s'en sortir collectivement et pas individuellement. Collectivement, et la meilleure des choses pour s'en sortir reste, dans l'état actuel de nos connaissances, le confinement et rien d'autre que le confinement et les précautions et les mesures barrières qui ont été édictées et que tout le monde doit respecter autant que faire se peut. Voilà, docteur Olivier Leblic, médecin généraliste à Malonnet. Vous êtes en ligne avec nous, docteur, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Réchaud. Bonjour, bienvenue dans Ligne ouverte. Merci à vous de participer. Je précise juste que là, ce qu'on vient de voir, c'est un extrait de 2 minutes que nous avons sélectionné pour le passage dans ce direct, mais que dans le courant de l'après-midi, sur PNTV, Paris Normandie Télévision, pntv.fr, vous pourrez, si cela vous intéresse, découvrir les 8 minutes complètes de confession du docteur Leblic. Docteur, on en profite, puisqu'on vous a en ligne, on a une question d'internaute. Risque-t-on d'être contaminé par l'eau Qu'en pensez-vous? Risque-t-on une contamination de l'eau ou une contamination par l'eau? Non. L'eau n'est pas porteuse du virus, donc il n'y a pas de risque de contamination dans l'eau. Et au contraire, l'eau associée au savon est une très bonne méthode de prévention. Le nettoyage régulier des mains est une excellente technique de prévention. Donc on peut continuer à boire l'eau du robinet sans aucune crainte, hein, vous nous le confirmez. Sans aucune crainte et sans arrière-pensée, oui. Une autre question d'un internaute qui s'interroge, est-il vrai qu'il y aurait eu une note indiquant que les patients malades dans les EHPAD ne seraient pas envoyés aux urgences, enfin qui ne seraient pas soignés à l'hôpital? Alors, je n'ai pas connaissance d'une telle note. C'est antidéontologique et ça n'est pas comme ça que nous pratiquons en France depuis que je pratique la médecine, et je n'ai jamais pratiqué de cette manière-là. Toute personne justifiant d'une réanimation doit pouvoir en bénéficier. Le problème d'une réanimation, il est simplement lié à l'âge, il est lié à l'état général de la personne, il est lié à sa comorbidité, c'est-à-dire des facteurs de risque là associés, insuffisance cardiaque, respiratoire, diabète et autres choses associées. Tout ça, ça peut compliquer une réanimation, et avant d'entamer une réanimation, quel que soit l'âge et quelle que soit la provenance de la personne, on pèse toujours le pour et le contre, et c'est uniquement en fonction de cet intérêt ou de ce risque pour la personne que ce qui a été précisé d'ailleurs par les services de l'État, c'est que c'est en fait au cas par cas, en fonction effectivement de l'âge de la personne, si le risque de rendre la personne grabataire est plus important que la possibilité de la sauver, la réanimation n'est pas forcément envisagée. Tout à fait. D'autant que c'est une réanimation un peu particulière avec le coronavirus. Quand une personne, quel que soit son âge, par exemple, a une insuffisance cardiaque qui décompense suite à un écart de régime ou à un problème de médicaments, par exemple, elle passe en réanimation, ça dure 2 ou 3 jours, et elle récupère derrière parce qu'on la remet sur pied assez rapidement. Le gros problème avec la réanimation liée au Covid, c'est que les gens restent en service de réanimation pendant plusieurs semaines. Ça peut durer 15 jours, voire un peu plus, presque 3 semaines, dans le pire des cas. Et quand on reste immobilisé, allongé sur un lit pendant 15 jours ou 3 semaines, il y a d'autres complications qui risquent d'arriver, fonte musculaire, troubles des escarres et des choses comme ça. Et évidemment, dans ces conditions, les personnes âgées sont encore plus fragiles et encore plus susceptibles d'avoir des complications liées à cet alitement prolongé. Docteur Leblic, on parle la réanimation est d'autant plus compliquée. Merci. On parle beaucoup de la vague, la fameuse vague. Est-ce que vous la sentez arriver? Est-ce qu'elle est là, cette vague de coronavirus, ou comment ça se passe dans votre cabinet? Est-ce que vous avez quelques données chiffrées là-dessus? Non, je n'ai pas de données chiffrées précises, et au niveau de mon cabinet,
c'est impossible d'interpréter et d'extrapoler sur l'ensemble de la région, etc. J'ai des gens qui toussent et qui mouchent et qui ont de la fièvre, mais je mets au mois de mars, tous les ans, depuis 25 ans ou 30 ans, et je n'ai pas la possibilité de juger, de savoir s'il y en a plus aujourd'hui ou pas. Je ne peux pas dire si la vague est présente ou pas aujourd'hui à mon niveau dans le cabinet. Est-ce que vous êtes serein aujourd'hui par rapport à la situation qui se profile, ou qui est déjà là d'ailleurs? Ouais, si je peux me permettre, docteur, par rapport à la question de Thomas Dubois, je vais vous laisser répondre, mais j'invitais tout un chacun dans le courant de l'après-midi, à aller sur pntv.fr voir les 8 minutes complètes de votre interview. Vous n'êtes tu spoil effectivement l'interview. pas très serein. Oui. Serein, non, on n'est pas serein parce que c'est une épidémie mondiale comme on ne l'a jamais connue et qui est une réelle guerre de tranchées vis-à-vis d'un ennemi invisible, et on peut la gagner, on va la gagner, il va falloir la gagner, mais on est en guerre. Et d'ailleurs, dans l'interview en question, qu'on pourra voir complètement, vous êtes tout à fait humble par rapport à ça, parce que assez souvent, on a l'impression que les personnels de santé rechignent à faire passer des émotions. Peut-être se protègent-ils de cette façon-là, mais vous, de manière très humble, vous dites oui, mais même pour moi, j'ai peur aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous ne sommes pas des surhommes. On exerce un métier pour lequel on a été formé, on a fait des études, mais des études que n'ont pas faites d'autres personnes, mais qui nous donnent des compétences, mais qui ne nous donnent pas un pouvoir surnaturel et qui ne nous donnent pas la possibilité de nous protéger outre mesure contre les agressions extérieures et les pathologies que l'on peut rencontrer. Donc nous avons les mêmes protections que tout le monde et les mêmes possibilités que tout le monde d'être malade, donc les mêmes angoisses et les mêmes peurs. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était intéressant de vous avoir en live suite à ces 2 minutes. Et puis on vous retrouve sur pntv.fr dans l'après-midi pour l'intégralité de vos confidences de médecin généraliste au quotidien. Que je ne voulais pas gâcher, Sylvain. Divulgacher. Non, merci à vous. Alors, nous allons être en ligne là dans très peu de temps, dans quelques minutes, avec Guy Lefranc, le maire d'Évreux. Nous parcourons les différents territoires de Seine-Maritime et de l'Eure avec les élus locaux pour qu'ils nous donnent les échos de leur territoire. Mais simplement pour l'instant, je voudrais que nous lancions un appel, car on vient de nous interpeller sur le web en nous disant que l'APEI de Dieppe, qui est un établissement qui assure la blanchisserie des EHPAD, eh bien, manque cruellement de masques, de gel, de blouses. Enfin, il y a un vrai manque de matériel de pays, de l'équipement de protection individuelle. Et donc, c'est un appel à toutes les entreprises dieppoises qui pourraient intervenir et qui pourraient aider. Voilà. Merci aux entreprises dieppoises, si elles nous écoutent, eh bien de prendre en compte cet appel, qui est un appel apparemment relativement urgent et à caractère assez dramatique. Et puis bravo déjà aux entreprises qui ont spontanément offert des masques aux hôpitaux ou des surblouses, enfin des fraises également. Enfin voilà, il y a toute une solidarité, une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Donc voilà, c'est un appel de plus, un appel urgent. Donc voilà, si vous nous rejoignez actuellement, nous sommes en direct sur Facebook Paris-Normandie avec vous. Vous pouvez questionner, vous pouvez commenter, vous pouvez participer. Ce rendez-vous, on le fait ensemble. D'ores et déjà, je vous informe que dans l'édition de demain, qui débutera à midi, nous aurons le généticien Axel Kahn, qu'on a pu voir intervenir d'ailleurs hier soir sur BFM TV. Et on sera très heureux aussi de vous permettre de poser à Axel Kahn, ce très grand nom de la recherche génétique médicale, vous permettre de lui poser des questions. Ça sera demain à partir de midi. On est Anthony Cadroy et Thomas Dubois en ligne avec Guy Lefranc d'Évreux, monsieur le maire d'Évreux. Bonjour. Bonjour Guy Lefranc. Un point tout simple déjà, comment se passe l'activité à la mairie du Havre aujourd'hui? D'Évreux. Du Havre, pardon. D'Évreux. On va y arriver. D'Évreux. J'ai pas encore l'ambition d'être maire du Havre, donc pour l'instant je ne suis que maire d'Évreux, mais c'est déjà important parce que c'est une ville de 50 000 habitants, une agglomération de 120 000. Donc l'objectif ici, c'est réunion de crise tous les 48 heures. Et en général, les jours où je ne suis pas en réunion de crise, je suis aux urgences pour accueillir justement les patients les plus touchés. C'est un travail à la fois interne, c'est-à-dire qu'il faut gérer les ressources humaines, gérer la logistique.
Et puis un travail externe avec un travail sur la solidarité, sur l'entraide, sur la sécurité, préparer les aides économiques pour nos commerces et nos entreprises. Vous parlez d'entraide, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de la ville d'Évreux pour les personnes les plus fragiles, par exemple ? Alors, pour les personnes les plus fragiles, nous avons par exemple, pour les personnes âgées, la mise en œuvre de ce qu'on appelle le plan canicule, c'est-à-dire que nous avons plusieurs centaines de personnes qui sont inscrites sur un listing parce qu'elles sont isolées et qu'elles nous ont demandé de les appeler régulièrement. Donc ces personnes-là sont contactées quotidiennement par les agents de la ville. Nous avons également mis en place un service de livraison à domicile de médicaments et livraison à domicile pour les courses, pour les achats habituels. Et nous venons de signer une convention avec la Croix-Rouge pour pouvoir utiliser tous les bénévoles. J'utilise évidemment le terme utilisé avec beaucoup de guillemets. Tous les bénévoles qui souhaitent nous aider, soit pour rappeler des personnes isolées, soit pour les aider sur les achats, etc. Et donc nous sommes en train de mettre ça en place. Accessoirement, les personnes les plus vulnérables, ce sont aussi les SDF, les sans domicile fixe, et nous avons ouvert un gymnase en journée, sachant que pour l'instant, le 115 assure pour la nuit. Guy Lefranc, vous l'avez dit, vous avez la double casquette, hein, celle d'élu et celle de professionnel de santé. Laquelle est la plus lourde à porter en ce moment, ces jours-ci ? Aucune n'est lourde à la porter. J'allais dire, ça fait partie de ma vie. Je suis urgentiste depuis 30 ans, donc c'est mon travail. Je suis également, j'ai fait de la médecine de catastrophe dans une autre vie, donc j'ai ces notions nécessaires pour pouvoir gérer un afflux massif de patients. Et puis la mairie, c'est de la gestion de crise, de l'organisation. Alors, comment ça se passe sur vos lieux de travail ? Vous, comment vous vivez la situation actuelle ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conditions dans lesquelles vous travaillez en ce moment ? Alors moi aujourd'hui je travaille aux urgences à la clinique Pasteur, donc nous recevons moins de patients touchés par le Covid-19, même si depuis 2 ou 3 jours désormais nous en recevons. L'objectif en accord avec l'ARS et avec l'hôpital et le SAMU, c'est que les patients touchés par le Covid-19 soient plutôt orientés sur l'hôpital, de manière à ce que nous recevions toutes les urgences non Covid-19. Et une fois que l'hôpital sera dépassé, si ça doit arriver, à ce moment-là, nous accueillerons également davantage de patients. Monsieur le maire d'Évreux, Guy Lefranc, en provenance des réseaux, de ceux qui nous suivent actuellement, une question, risque-t-on d'être contaminé même en restant chez soi ? Si le confinement est bien fait et complet, il n'y a pas de raison d'être contaminé aujourd'hui. Vous savez que le contact il se fait prioritairement de personne à personne. Donc si vous restez totalement confiné, si quelqu'un par exemple vous livre les courses, vous ne risquez rien. Évidemment, à partir du moment où l'on sort, d'où l'importance du confinement, le risque augmente de manière importante. Peut-être une précision, je pense que là on fait appel aux professionnels de santé et à mon avis la question était peut-être plus est-ce que le virus peut se transmettre par l'air ? Alors on y a déjà répondu, mais si vous pouvez refaire un point là-dessus. Oui, tout le monde sait que le virus ne se transmet pas par l'air aujourd'hui. Donc, il se transmet par les gouttelettes lorsque l'on est en face-face, sachant que les gouttelettes sont lourdes et donc tombent rapidement sur le sol. La question qui se pose plus aujourd'hui, et sur laquelle d'ailleurs je dois avoir une conférence téléphonique avec le préfet, c'est savoir est-ce qu'il faut nettoyer les voiries. C'est un débat qui revient aujourd'hui, qui pour l'instant fait pas consensus. Mais si on est chez soi, il n'y a pas de raison d'être contaminé par un virus qui se promènerait librement dans l'air. Monsieur le maire, une question également d'un internaute qui voudrait savoir combien de contaminés sont recensés à Évreux actuellement. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de cas de personnes, ça évolue d'heure en heure. 30 à 40, je crois, sont hospitalisés actuellement et nous avons déjà plusieurs décès. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Sachant que, vous le savez, tous les patients considérés comme Covid-19 ne sont pas forcément testés. Certains nous sont confirmés par le scanner lorsque leur état est assez important. Certains sont confirmés par les tests réalisés notamment par le SAMU et l'hôpital. Et puis certains sont simplement suspects. Donc il est difficile d'avoir un chiffre très précis.
Merci beaucoup, Guy Lefranc, maire d'Évreux. C'était intéressant d'ailleurs d'avoir cet échange avec vous, à la fois avec l'élu local et puis également le professionnel de santé que vous êtes par ailleurs professionnellement. Merci à vous. Merci Guy Lefranc. Merci Guy Lefranc, maire d'Évreux. Maire d'Évreux. Merci beaucoup. Et non pas du Havre. Voilà, un petit salut tiens à notre confrère journaliste Richard Plumet d'un autre média qui nous regarde actuellement. Messieurs, donc, transition. Non, il a le maire d'Évreux, Guy Lefranc. Il va falloir s'habituer. Hein. Non, il a évoqué un sujet intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer nous-mêmes. C'est effectivement la question des voiries, le nettoyage des voiries, qui va évoquer manifestement avec le préfet cet après-midi. Imagine s'il faut nettoyer toutes les rues. Comment ça va s'organiser? Ça risque d'être un sacré il y a eu un sujet la semaine dernière dans nos colonnes où effectivement une entreprise de mémoire, c'était sur le secteur de Bernay-Pont-de-Mer, se disait prête à mettre à disposition son matériel spécifique pour pouvoir désinfecter les rues si jamais la demande était faite. Ça a été fait par exemple en Chine de mémoire, il y a eu des grandes désinfections de rues. Visiblement ça a été plutôt efficace, même si on assiste à un rebond de l'épidémie là-bas, mais voilà, maintenant ce sera des décisions qui seront prises par les autorités. Voilà, ça tout à fait. Les images effectivement qui sont en connexion mais il faudra certainement directe. Plus d'une PME de 12 salariés pour désinfecter toutes les rues normandes et du reste de la France. Voilà. Eh bien, écoutez, puisqu'on parle d'entreprise, hein, Anthony et Thomas, justement, puisqu'on parle d'entreprise, quelques échos. 2 minutes 30, 3 minutes d'échos des entreprises de Normandie avec Sébastien Coll. Sébastien Coll, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Sylvain. Bonjour, alors Sébastien Coll, vous êtes le rédacteur en chef du journal des entreprises de Normandie, hein, c'est un mensuel qui rencontre et de toute l'actualité économique. Je précise d'ailleurs que vous êtes quelqu'un qui est plutôt orienté sur l'économie positive, hein, vous parlez en général plutôt de ce qui va bien. Voilà, vous allez nous faire 4 ou 5 petites brèves, à savoir si c'est négatif ou positif, on va voir, je vous laisse l'antenne. Ok. Bonjour à tous. Je vais commencer en fait avec une information qui donne de l'espoir, avec Acom, qui est une entreprise basée à Mortain dans la Manche, qui produit des câbles automobiles à Wuhan, qui est l'épicentre de la pandémie en Chine. Il se trouve qu'ils ont 2 sites là-bas, qui étaient fermés depuis le 22 janvier. Le dirigeant Frédéric Briand avait décidé de rester sur place pour soutenir en fait ces sites et ses salariés. Ils sont à peu près 200 là-bas. Et en fait, depuis quelques jours à présent, l'entreprise, ces 2 sites ont pu redémarrer une partie de l'activité, à peu près 20%. Des employés sont revenus sur le site et ont commencé à mettre en production. Voilà. Donc c'était pour souligner qu'on a une lueur d'espoir, vous voyez, après un temps de confinement, les activités redémarrent là-bas. Donc espérons que pour nous, ce soit la même chose le plus rapidement possible. Voilà. Sébastien, excusez-moi, ouais. je vous coupe juste un instant parce que vous le savez, on donne toujours ici la priorité aux réactions des internautes. Une question qui nous est posée sur un aspect bancaire. Hein. On ne va pas y répondre, mais je vais quand même vous apporter une forme de réponse. J'ai une carte qui permet de retirer des espèces à la poste. J'ai une carte aussi Orange Bank. Bref, je ne peux retirer que dans ces guichets-là et les banques sont fermées. Donc, je suis à court d'espèces et je commence à être très embêté. C'est ce que nous dit un internaute. Alors, on n'a pas la réponse ici sur le plateau. Où on a la réponse, on vous les donne, ou si on ne les a pas, on vous le dit très clairement. En revanche, après-demain, mercredi, nous aurons avec nous Nicolas Denis, qui est le directeur général du Crédit Agricole Normandie-Seine. Donc préparez vos questions pour mercredi. Tout ce qui concerne nos relations aux banques, ça sera le moment de... Et on aura donc la réponse à cette question après-demain. Sébastien Coll, je vous laisse continuer pour terminer sur vos brèves. Oui, donc je voulais signaler aussi la belle mobilisation de la filière textile normande dans cette crise du coronavirus. On a une dizaine d'entreprises qui ont réorienté une partie de leur production pour pouvoir commencer à produire des masques. Je ne vais pas toutes les citer, mais j'ai récemment eu le dirigeant de l'entreprise Saint-James dans la Manche qui a assez vite mis en œuvre une équipe pour réaliser des prototypes qui ont été d'abord validés par le centre hospitalier du Mont-Saint-Michel et maintenant par la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Et donc ils lancent une production, a priori pour l'instant ils ont de quoi faire 20 000 masques avec les matières premières dont ils disposent, mais en combien de temps ? Il a annoncé qu'il s'était réorienté, il a a priori déjà pris 50 000 des commandes pour 50 000 masques qui sont arrivés très très vite, et donc certainement plus à suivre. Voilà, donc je vais signaler cette belle initiative de la filière. Et là, Sébastien, est-ce que vous savez en combien de temps ces masques peuvent être prêts ?
Oui, alors on a des chiffres. Lui, il me disait que dans un premier temps, il allait pouvoir produire 1000 masques par semaine. Il a sorti une première cargaison de 3000 qu'il a offert au centre hospitalier du Mont-Saint-Michel, qui regroupe plusieurs hôpitaux. Et il compte mettre rapidement en place une deuxième ligne de production pour pouvoir arriver à 2-3 000 masques produits par semaine. Sébastien, on est un petit peu à court de temps, donc je vous laisse terminer assez rapidement, si vous le pouvez. Ok, juste donc pour signaler que les réseaux professionnels se mobilisent aussi, à l'image du réseau Femmes et Challenge, qui est un réseau de femmes chefs d'entreprise et qui a choisi d'essayer de rompre l'isolement de ses adhérentes en mettant en place une cellule de mentoring et également en mettant en ligne une petite série, ça s'appelle Dièse, ma vie d'entrepreneur, sur le site web où vous aurez des portraits photos et des vidéos. Voilà. Très bien. J'avais une question là d'internaute, messieurs, qui nous disait peut-on aérer son intérieur, son appartement ou sa maison en ouvrant les fenêtres? On n'est plus du tout dans l'économie, mais par non, on rapport n'est pas à dans ce que l'économie. disait Guy Lefranc, le maire d'Évreux, vraisemblablement, on peut, puisque c'est transmis par postillon, par gouttelette. Donc, Sébastien Coll, merci beaucoup d'être intervenu dans cette édition en direct du lundi 30 mars. On vous retrouve régulièrement pour nous donner des échos. Et si vous le pouvez, des échos positifs aussi, parce qu'il y en a. Il y en a. C'était positif, là, déjà. Et c'était très positif. Voilà, poursuivez dans cette bonne voie. C'est positif, mais en même temps, se dire 1000 masques en une semaine, quand on voit les volumes dont on a besoin en ce moment, alors certes, c'est positif, c'est très bien ce qu'ils font, mais on sent que voilà, il va falloir qu'il y ait une mobilisation un peu plus forte de la part de l'industrie française. Et c'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans nos colonnes aujourd'hui, c'est que l'autonomie sanitaire, une notion qui n'existe plus, voilà, il va peut-être falloir repenser à l'issue de cette crise la façon de s'organiser pour pouvoir faire face à l'avenir à d'autres crises potentielles. On va maintenant partir du côté des locales, des rédactions locales de Paris-Normandie. On va partir au Havre. On va très bientôt retrouver Christophe Préteux. De ce que vous percevez, vous qui êtes ici au siège de Paris-Normandie, qui êtes sur les sujets régionaux, de ce que vous percevez des différents territoires, est-ce que vous considérez que dans chaque ville, Bernay, Fécamp, Évreux, Le Havre, Rouen, etc., Pont-Audemer, est-ce que les situations sont relativement homogènes ou est-ce qu'il y a ici ou là des faits saillants qui ne se retrouvent pas partout? Écoutez Sylvain, avec les échos en tout cas qu'on a depuis maintenant 10 jours des locales sur Paris-Normandie, des agences locales, elles font quand même à peu près toutes le même constat, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Le confinement globalement est bien respecté, il faut espérer qu'il le soit, qu'il continue à l'être, on l'a vu, on le disait tout à l'heure, pour que notre région et d'autres, évidemment, restent préservés, en tout cas le moins touchés possible. Il faut que ça continue, mais j'ai l'impression que dans la région, il n'y a pas de... J'ai pas noté, moi, de faits. Alors, il y a eu des faits divers, on va dire, des réactions un peu extrêmes ou des comportements qui ont nécessité des interventions, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu des faits saillants, comme vous dites. Bon, mais écoutez, c'est le moment d'aller au Havre et de vérifier cela. On a un fidèle internaute qui nous suit, c'est Momo Normand, je le salue, et il nous dit qu'au Havre, la ville aurait ouvert des structures supplémentaires en faveur des SDF. Peut-être est-ce que Christophe Préteux, journaliste responsable de la rédaction locale de Paris-Normandie au Havre, peut peut-être nous le confirmer. En tout cas, on le salue d'abord. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, la ville du Havre a renforcé son dispositif d'accueil des personnes sans domicile fixe, à savoir que nous arrivons fin mars, et en règle générale, c'est la fin. Effectivement, c'est la fin de l'hiver et le dispositif s'allège, mais là, eu égard à la crise du Covid-19, effectivement, les lieux d'accueil sont plus importants, et il y a notamment un relais qui est assuré avec de l'hôtellerie, me semble-t-il. Sur le confinement, est-ce que vous sentez que c'est respecté dans tous les quartiers du Havre ou est-ce qu'il y a des endroits un peu plus compliqués? Alors en fait, là où on avait constaté des problèmes vraiment saillants, c'était sur le littoral, le front de mer, la plage, en particulier au début du confinement, le skatepark, qui est un endroit où se retrouve habituellement la jeunesse havraise. Et là, il y avait une vraie difficulté, un vrai souci autour de ça. Donc la police nationale, la police municipale ont fait leur travail de façon, dans un premier temps pédagogique, et puis après c'est devenu beaucoup plus coercitif, donc à ce niveau, avec des amendes notamment. Donc là,
c'est bien plus respecté dans ce secteur-là. Il y avait encore quelques difficultés dans un quartier qui est celui de la gare SNCF du Havre, où il y a des gens qui, de toute façon, ont toujours eu l'habitude de se retrouver, des groupes et autres, autour de la gare SNCF et de la gare routière. Et là, les patrouilles de police font leur travail et le font avec beaucoup d'opiniâtreté, ce qui fait que la situation est redevenue beaucoup plus... on voit plus personne, tout simplement. C'est ce que j'allais vous demander, Christophe. On a vu les images de Rouen là tout à l'heure. Je sais qu'on n'oublie pas le Havre et on va rappeler que le Havre est la plus grande ville de la région. Je sais que les Havrais, ils sont attachés. Quelle est l'ambiance aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment désert en ce moment dans les rues ? Alors, c'est effectivement complètement désert et on se souvient tous des images que nous avons vues là, qui ont été prises par drone au-dessus de Rouen. Et si on se livre à la même expérience au Havre, effectivement, dans cette ville aux avenues extrêmement larges et aérées, c'est encore plus saillant qu'au niveau de la ville médiévale de Rouen, qui, elle, comme vous le savez, est très étroite. Et on voit la grande perspective de l'avenue Foch, du boulevard de Strasbourg, du littoral, j'en parlais à l'instant, où il n'y a effectivement plus personne. De temps en temps, un passant, une personne avec son chien, quelqu'un qui va faire une course, mais c'est extrêmement spectaculaire dans une ville comme Le Havre. Et même dans les quartiers de la ville haute où on se dit certaines personnes sont peut-être un peu moins respectueuses des consignes de confinement, eh bien non, là aussi c'est très très bien respecté. Les gens ont pris la mesure, semble-t-il, de la gravité de la situation et de l'importance de respecter toutes ces consignes. Un petit mot peut-être sur l'activité portuaire du Havre actuellement. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'elle en est ? Alors le port fonctionne, pourrait-on dire normalement, quasiment normalement. Les dockers et manutentionnaires travaillent avec des consignes particulières, avec bien sûr tout ce qui a trait aux gestes barrières, au niveau de l'usage des vestiaires, de tout cela, ça a été particulièrement bien encadré. Les opérations de déchargement des navires et de chargement des navires se font, là encore, selon les professionnels, selon l'Union maritime et portuaire, normalement. D'accord. C'est un normalement qu'il faut tout de même temporiser, parce que la situation n'est absolument pas normale. Et en plus, vous savez bien que une grosse partie du trafic du port du Havre se fait avec l'Asie et en raison de la crise du Covid qui est partie de Chine et qui ensuite a beaucoup essaimé au niveau du continent asiatique, le trafic maritime en règle générale, il est ralenti depuis maintenant 3 mois. Juste une dernière question, Christophe. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont été verbalisées au Havre pour non-respect du confinement ? Eh bien non, c'est la colle du jour. Je ne suis pas capable de vous répondre de façon précise par rapport à ça. C'est une expression que nous n'aimons pas, nous autres journalistes. À la louche, on est à plusieurs dizaines, mais je n'ai pas ce chiffre précisément. Merci beaucoup. Merci Christophe. Christophe Préteux, juste avant que vous partiez, on voit qu'un certain nombre... Ah, il est parti. Je crois qu'il est parti. Anthony et Thomas, un certain nombre de nos concitoyens sont assez perplexes devant ces mesures qui consistent à projeter sur les murs, sur les sols, dans les rues, des produits à base d'éléments javelisants. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est utile ? Pour l'instant, c'est pas utilisé. Donc, je pense que le débat... On l'a vu dans d'autres pays. Oui, on l'a vu dans d'autres pays. Mais si Guy Lefranc en parlait tout à l'heure, s'il y a des réunions qui se tiennent, c'est aussi pour, à mon avis, voir si c'est viable ou pas de le faire en France, voir l'impact que ça peut avoir aussi sur l'environnement en général, puisqu'il ne suffit pas juste de lutter contre le coronavirus ou le Covid-19, il faut aussi faire attention au reste de la population avec des problèmes, si on asperge le produit javelisant, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres problèmes derrière ? C'est tout l'enjeu, à mon avis, de ces réunions en ce moment. Alors, on termine, on va bientôt se quitter, par peut-être une suggestion d'occupation dans ces périodes confinées, chez vous, en appartement, à la maison. Avec vous, Anthony, puisqu'on vous retrouve régulièrement toute l'année dans cette fameuse Minute BD, où vous nous donnez des envies. Pas en ce moment, malheureusement. Des envies alors je dirais des envies de buller, mais encore une fois, il s'agit de bande dessinée. Et là, on va terminer avec vous, avec une suggestion que vous nous avez faite, puisqu'on a en ligne...
l'interlocuteur avec lequel vous souhaitiez qu'on termine. Alors, je souhaitais qu'on termine. Je trouve que c'est intéressant en cette période de confinement, peut-être de se plonger un peu dans nos bibliothèques. Donc, voilà, on va être en ligne avec Michael Ferron du Rêve de l'Escalier, qui est avec nous d'ailleurs, je crois. Oui, bonjour, ligne ouverte. Bonjour Michael Ferron, Bonjour, Michael. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Lignes Ouvertes. Alors, une petite question, et puis après on va plutôt parler de choses positives, mais comment ça se passe pour vous qui êtes libraire à Rouen ? Moi, je suis confiné comme beaucoup de gens, hein, donc j'en profite pour lire, pour faire les activités que je n'ai pas l'habitude de faire d'habitude. Donc j'enjoins les gens à lire, mais aussi à développer tous leurs talents d'écriture, d'expression diverses et variées, notamment comme la peinture, ce que je suis en train de faire en ce moment. Et alors, une petite question qui me vient comme ça, mais si on devait lire des choses en lien avec la situation actuelle, est-ce que vous auriez 2-3 conseils de lecture ? Oui, alors il y a plusieurs lectures qui sont possibles, notamment le très bon livre de La Route par McCarthy, qui parle d'un périple d'un homme avec son fils dans une période post-apocalyptique, et donc il va devoir survivre, mais c'est surtout un message sur la peur de mourir avant d'avoir transmis des choses à son enfant. Donc c'est sur ce côté transmissif. Du côté de la BD, on peut aller vers 30 jours de nuit, où là, ça parle vraiment de confinement, ça se passe en Alaska, parce que la BD, c'est important aussi, c'est un mode aussi de lecture particulier, mais qui est intéressant aussi pour les jeunes qui peuvent nous écouter. Et donc, c'est une petite ville d'Alaska qui va se retrouver pendant un mois, 30 jours de nuit, attaquée par une horde de vampires, et donc ça peut faire une correspondance avec ce qui peut se passer à l'heure actuelle, notamment au niveau de ce virus qui nous attaque, et on doit résister. C'est plutôt angoissant tout ça, entre La Route et 30 jours de nuit. Il n'y a pas des choses positives C'est-à-dire qu'il y a toujours une trame positive derrière. C'est-à-dire derrière McCarthy ou derrière 30 jours de nuit, il y a toujours une forme de résistance. La vie doit prendre le pas sur la mort et sur tout ce contexte de confinement, d'angoisse, de peur. Donc il y a toujours un côté positif qui se cache derrière. Il y a toujours une trame positive. Et je confirme, 30 jours de nuit, c'est très bien. J'aime beaucoup aussi. Oui, c'est génial. Et puis c'est vraiment une très très belle série. Qui a été adaptée au cinéma. Finir sur une touche positive, moi je vous enjoins tous à lire Christian Bobin, qui va parler des manques, des silences, des départs, des absences, mais toujours d'un côté positif avec une forme de poésie qui est incroyable. Il y a pas mal de médiathèques qui ont mis en ligne des ressources gratuitement pour non seulement pour leurs bénéficiaires habituels, mais aussi pour le grand public. Est-ce que c'est pour vous une bonne façon de limiter la casse vis-à-vis des ventes qui malheureusement risqueraient de s'orienter vers des vendeurs sur Internet? On ne va pas les citer, mais... Oui, de toute façon, tout ce qui amène les gens à lire, à échanger, à découvrir, à s'émerveiller est important. Les médiathèques sont très importantes dans le cœur justement de la ville, et que ça soit sur une tablette, sur un livre ou en parler juste avec ses enfants ou avec ses amis, c'est très très important. Donc effectivement, on vit une situation qui est difficile pour tout le monde, je pense, pas seulement que pour les petits commerces comme les miens, qui sont des lieux de vie avant tout, mais on imagine bien que effectivement toutes ces formes, plus elles sont multipliées, plus elles sont intéressantes et plus elles sont importantes. Bien, merci, Michael. Peut-être un dernier conseil lecture? S'il faut aller sur un côté assez rigolo, il faut aller sur Le vieux qui voulait pas fêter son anniversaire de Jonathan. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Oui, parce que c'est un petit vieux qui va fêter ses 100 ans, qui est dans une maison de retraite et puis qui décide finalement de s'échapper et de s'ouvrir à la vie comme il a pu la connaître. Et en fait, on découvre en filigrane qu'il a participé à plein de choses extraordinaires. Et ben voilà, ça permet de s'échapper. Merci beaucoup. Merci Michel Ferron. Alors, une suggestion, ça sera sympa de vous retrouver de temps en temps à la fin de ce programme. Et puis là, ça s'est bousculé, on s'est décidé assez vite. Mais on filmera les BD et on montrera les images. Parce qu'évidemment, quand on parle de BD, c'est bien aussi de filmer les images. Et les planches. Et les planches, tout à fait, voilà, pour les planches. Utiliser le vocabulaire adéquat. Merci Michel Ferron. Au revoir. Michael Ferron. Michael Ferron. On termine par une question alors qui nous était posée, mais alors gardez-les pour
chaque édition de ce programme, pour demain par exemple, à partir de midi, puisqu'on préfère les poser à des médecins. Beaucoup de masques sont fabriqués par des particuliers. Dans quelle mesure peuvent-ils être efficaces? Demain, à partir de midi, nous aurons un médecin et c'est à lui qu'on préfère poser ce genre de questions. Et on termine sur un appel de Momo Normand, qui est au Havre et qui nous dit que régulièrement, il trouve par terre, sur la chaussée, sur les trottoirs. Il n'est pas rare de trouver des masques et des gants usagés. Donc il en appelle au civisme, effectivement, pour éviter de déposer sur la voie publique ce genre de produits. Le civisme, et puis on rappelle aussi que pour tout ce qui est déchets, type mouchoirs en papier, pour les gants, pour les masques, il est fortement recommandé de les mettre dans un sac plastique à part et de ne pas les jeter tout de suite, de façon aussi à préserver les personnes qui ramassent les déchets et qui pourraient être en contact avec ces matériaux infectés. Et on invite Momo Normand à pas trop sortir sur le trottoir non plus. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Momo Normand dehors? Qu'est-ce qu'il fait dans la rue, Momo Normand? Voilà, non, mais on se permet d'avoir ce clin d'œil avec lui parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un fidèle de nos émissions et en tout cas, il est dehors parce que tout simplement, il travaille, hein, évidemment. Ils seront à son lieu de travail. Voilà, merci à vous deux qui êtes là tous les jours hein, pour nous aider à décortiquer, à analyser, à mettre en perspective. Puis merci à tous nos invités qui, chaque jour, viennent vous rejoindre pour interagir tous ensemble. On termine avec la traditionnelle vidéo des Diepois créatifs. C'est Audrey. Vous commencez à la connaître si vous nous suivez. Audrey, la confinée diepoise. Et on se retrouve demain midi à 12h. Ici même plateau 107. Ciao, bonne journée. Le roi Boum Boum, le roi Boum Boum. C'est quoi cette dictée là? C'est une dictée de bébé. Écrit, ne portez pas la reine blabla, la reine. La reine blabla, mais c'est sérieux là. Alors maintenant, petite séance de méditation. On se détend, on se relaxe. On inspire. Les enfants, venez. Tu fais quoi là, maman? Venez, on va jouer au Playmobil. Non mais t'es sérieuse là? Bah oui, j'avoue. Jouer au Playmobil?